Bienvenue dans ce premier module, première leçon de l'art des relations commerciales durables. Le premier module comporte plusieurs leçons et tu es dans la première leçon qui s'appelle la définition de vendre. Donc, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qui est préférable en tant que commercial? Tu es un commercial et tu devras choisir entre deux options. La première option, c'est est-ce qu'il est mieux, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que ce soit le client qui te trouve sympa dans cette relation? Ou est-ce que tu préfères que ce soit toi qui trouves le client sympa? Tu dois choisir une des deux. Good. Que tu sois toi sympa aux yeux du client ou que toi tu trouves le client sympa. Bon, pour tous ceux qui ont choisi, et c'est ce que se passe dans la majorité des cas, que ce soit le client qui s'intéresse à moi. Et donc que le client me trouve sympa. Ben oui, c'est ce qu'on va appeler notre ego qui se manifeste et qui aimerait bien que nous, les autres, nous trouvent sympa. Donc comment ça va se passer dans la relation avec un client? Pour qu'il nous trouve sympa, qu'est-ce qu'on va faire? On va devenir un acteur, un fameux vendeur. On va essayer de tout faire pour qu'on lui plaise, qu'on lui fasse plaisir. C'est comme tous ceux qui nous téléphonent le soir en disant « Et vous avez gagné quelque chose » ou tous ceux qui au marché essaient de nous vendre quelque chose en nous poussant et en essayant de nous raconter des histoires. Ça pue. Mais maintenant, pour tous ceux qui ont choisi que le client, nous le trouvons sympa. C'est comme si on a un ami. Lorsqu'on va aller voir un ami, on ne joue plus. On est naturel, on est sincère. Et là, on crée des relations qui sont beaucoup plus de confiance, beaucoup plus long terme. Et oui, ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous trouvions le client sympa. Alors, c'est facile lorsque le client est vraiment sympa. On verra que c'est un peu plus difficile lorsque les clients, ils ont leur personnalité et qui n'est pas forcément celle que moi, j'ai également. D'accord? Donc, c'est facile. Lorsque on doit avoir une action sur quelqu'un d'autre qu'on va essayer d'influencer, lorsque je suis capable d'influencer quelqu'un, c'est-à-dire d'obtenir un oui de sa part à quelque chose que je vais lui proposer, c'est que j'ai la capacité de l'influencer de manière positive. Mais nous, ce qu'on va éviter, c'est de rentrer dans des jeux de manipulation. On veut être sincère pour que ce soit justement du long terme. Donc, il faut que ce soit selon leur propre choix. Et pour que ça se fasse, il faut que ce soit quelque chose qui satisfasse un besoin conscient, concret, ou une motivation inconsciente. Donc, lorsque moi, je peux identifier les besoins, créer un rapport de confiance et en plus déceler des besoins latents pour que la personne en face de moi fasse un pas dans une direction qui est aussi positive pour moi, positive pour lui, positive pour moi. Tout d'un coup, ça, j'ai de la puissance. Je peux influencer quelqu'un et donc je suis puissant. Et donc vendre, c'est égal à avoir une relation dans laquelle je suis puissant dans la relation avec l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'un bon vendeur? Viens me voir. Pour que ça marche, il faut créer ce rapport de confiance. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est que le rapport de confiance. Alors, c'est facile d'avoir confiance dans les gens qui sont comme nous, dans les gens qu'on aime bien, nos amis, nos familles, ainsi de suite. Mais comment le faire avec un étranger? C'est assez simple aussi lorsque vous arrivez dans une soirée, vous avez plein de personnes, et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a certaines personnes, on n'a pas envie d'aller s'approcher d'eux. Ils nous énervent, ils nous dérangent. Puis il y en a d'autres, à peine on les regarde dans les yeux, à peine qu'on les observe, tiens, on se sent proche d'eux. Donc oui, c'est vrai, il y aura probablement, s'il y a une soirée, admettons qu'il y a 10 personnes, sur les 10 personnes, il y a certainement 1 à 2 personnes avec lesquelles je vais me sentir proche. Il y a 1 à 2 personnes avec qui j'aurai peut-être un peu de réticence. Tous les autres, la majorité, les 60-80% des gens, j'ai juste rien. Donc, comment j'ai pour les influencer si je n'ai pas le rapport déjà de confiance? On va voir que je vais devoir faire moi un pas. Mais quel pas? Qu'est-ce que je vais faire pour que tout d'un coup, l'autre ait envie de faire quelque chose avec moi? Donc, le premier pas, c'est probablement celui qui est le plus difficile. C'est là qu'on voit certains qu'on considère comme bons vendeurs parce qu'ils ont le courage, ils osent aller rencontrer l'autre. Pour faire quoi? Pour amener de la valeur, j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi la valeur? C'est amener du crédit émotionnel.
on va développer du crédit émotionnel. On verra ce que ça veut dire que le crédit émotionnel, pour ensuite amener de la valeur ajoutée. Donc tout ça, ce sont des mots forts. Confiance, crédit émotionnel, valeur ajoutée. On verra bien sûr tout ce que ça veut dire. Mais on voit que quand la majorité des gens, 60 à 80% des gens, c'est à moi de faire le premier pas. Donc il me faut un peu de courage. Vendre aussi, c'est influencer quelqu'un. Et il y a plusieurs techniques d'influence. Et je vais juste partager de 6 principes de persuasion. Donc tu vois qu'en dessous de cette vidéo, tu verras, tu as plusieurs images que tu peux imprimer pour revenir en mémoire par rapport à tout ce que je viens de te parler maintenant. Donc, les 6 principes de persuasion qui viennent d'un livre qui s'appelle Influence, la psychologie de la persuasion, par un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini, qui est un vieux livre, il date de 1984. Et dit le premier principe, c'est qu'il faut qu'il y ait rapport de sympathie. Il faut que justement je trouve l'autre sympa et qu'à un moment donné, l'autre me trouve sympa. Parce que les gens apprécient à acheter, d'accord, apprécient les gens qui les mettent en valeur, qui montrent qu'ils ont de la valeur. On voit bien que ça, c'est aussi une technique de manipulation, ceux qui veulent flatter les autres. Et là, on est sincère, on va voir on va essayer de trouver des choses qui sont sincères. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de chercher, on verra dans les techniques, pas dans les techniques, mais dans le travail sincère, c'est d'aller regarder chez l'autre qu'est-ce qu'on trouve qui est sympa, agréable, et puis aussi d'aller voir qu'est-ce qu'on a de semblable. Parce qu'il y a un autre aspect, c'est que la similitude, lorsque je te ressemble, inspire confiance. Deuxième truc, deuxième technique de persuasion, et ça on le voit assez souvent, c'est je vais faire un geste pour toi, et comme toi tu as fait un geste, comme moi j'ai fait un geste pour toi, plus facilement tu vas faire un geste. Donc je commence par donner quelque chose, et si je te donne quelque chose, toi tu vas me redonner quelque chose en retour. C'est assez classique, ça s'appelle la réciprocité. On a tendance à redonner un cadeau reçu. Donc à nous de voir ce qu'ils veulent recevoir. On ne va pas pouvoir donner de l'argent, ce n'est pas notre intention. Mais par contre, on va pouvoir les accompagner à ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils veulent, eux, de leurs besoins. Et tout d'un coup, ça, à travers cette discussion, on leur donne quelque chose. Ensuite, pour influencer quelqu'un, il faut que ce qu'on va amener ait de la valeur. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il ait de la valeur? Il faut que, entre guillemets, il soit reconnu socialement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui a de la valeur et que d'autres suivent, que les autres vont faire quelque chose et pas n'importe quels autres, des gens qui sont proches, qui sont comme eux. Donc, si quelqu'un vient dans ta banque, dans ton agence immobilière ou dans ton entreprise, n'importe laquelle c'est, et que tu touches une clientèle d'un certain niveau, tu vas risquer d'attirer les clientèles du même niveau. Parce qu'ils aiment bien aller dans le monde qui leur ressemble. Et donc, il va falloir être très cohérent. On parlera beaucoup du brand aussi, parce que ceux qui veulent venir, si on veut les influencer positivement, on aura tendance à trouver des gens qui vont avec ceux qui leur ressemblent. Donc, s'il y a d'autres clients qui sont comme moi, eh ben, je me sens bien là-dedans. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Ensuite, il y a un autre élément aussi assez intéressant, c'est qu'on aime bien avoir le sentiment d'être les seuls, d'avoir nous eu la chance d'obtenir quelque chose de particulier. Ça s'appelle la rareté. Et donc, les gens, d'une manière générale, veulent plus de choses qu'ils auront moins la possibilité d'avoir. C'est pour ça que souvent, on voit qu'il y a des promotions qui vont durer un certain temps ou des choses qui sont limitées que pour certaines personnes. Et donc, ça attire, parce qu'il y en a peu, ça attire en fait l'envie d'avoir plus. C'est très bizarre. Ensuite, un autre truc d'influence, c'est qu'on aime bien écouter des experts. D'ailleurs, mais pas n'importe quel expert. Il y a plein d'études qui ont été faites où on voit si l'expert est reconnu, et ce n'est pas pour rien qu'on va présenter, par exemple, lorsqu'on est au téléjournal, des gens qu'on considère comme experts pour que leur avis et de la valeur soient entendus plus que n'importe qui. On voit qu'aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à avoir des gens qui sont similaires et en même temps experts, c'est-à-dire des gens auxquels je peux me relier, pas trop éloignés, pas des scientifiques fous, pas des chercheurs fous, pas des gens qui sont inaccessibles. Il faut que ce soit des gens qui sont un peu comme moi
et que je peux identifier comme experts. Ceux-là, on va plus les écouter, donc on va se laisser plus influencer. Et puis, bien sûr, on va voir que tout ce qu'il faut que je fasse, les gens, nous aussi, on va plus facilement réaliser, concrétiser quelque chose sur laquelle on s'est engagé verbalement ou engagé en ayant signé quelque chose. Et on va voir que tous ces petits actes, qui sont des petits actes qui vont influencer un client ou un prospect à devenir un client. Alors, très rapidement, j'essaie juste de faire une brève introduction. Tu vois qu'il y a une multitude de points sur lesquels on va aller bien sûr travailler beaucoup plus en détail lorsqu'on va rentrer dans les exercices pratiques et les vidéos suivantes où on va aller approfondir chacun de ces thèmes. Un autre monsieur qui est très bon dans tout ce qui est commercial et qui fait beaucoup de formations de commercial, qui s'appelle Dean Graziosi, dit des choses qui ont plein de bon sens, qui sont assez simples, mais qui est important de se rappeler. D'abord, les gens, l'autre, va acheter quelque chose lorsqu'il se sent compris, et non pas lorsqu'ils ont l'impression de me comprendre. Je répète parce que c'est vraiment clé. Ils vont acheter lorsqu'ils se sont compris, et non pas lorsqu'ils m'ont compris. Or, souvent dans la vente, on a tendance à raconter plein de choses pour qu'on est sûr que l'autre me comprenne. Or, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les comprenne. Quand on a compris ça, tous nos discours shiftent. On n'a pas besoin de faire du overselling. Et puis, ce qui les intéresse, on l'avait tout à l'heure, chacun s'intéresse à soi. Donc, ce qui les intéresse, c'est que nous, on s'intéresse à ce qu'ils ont dans leur tête, aux questions qu'ils ont dans leur tête, pas aux questions que j'ai dans ma tête. C'est hyper important, c'est-à-dire que tout mon travail, c'est d'aller comprendre qui ils sont pour aller leur dire ce qui est bon pour eux, parce que leur dire « je comprends ce que tu veux ». Deuxième chose, les faire réfléchir pour trouver leur réponse à leurs questions, pas aux miennes. Donc c'est un gros travail d'humilité. Vendre, c'est être très humble et très sincère. Et c'est uniquement lorsqu'on est à ce niveau-là d'humilité, de sincérité, de vérité, et qu'on s'intéresse vraiment à la personne en face de nous, qu'on va pouvoir commencer à entrer dans une relation commerciale qui va durer longtemps. Et c'est ce qu'on cherche avec le type de client. Maintenant, il faut aussi comprendre qu'il y a différents profils de clients. Il y a ce qu'on appelle les gens qui sont très intéressés par tout ce qui est nouveau. Et donc, c'est une portion de la population qui veut toujours les dernières nouveautés. Et ça touche des gens. On appelle ça les innovateurs. Puis après vient un groupe de gens qui sont ce qu'on appelle les early adapters, c'est-à-dire ceux qui, rapidement, assez tôt, vont accepter, vont s'intéresser à quelque chose de différent, de nouveau. Et ça touche environ 15-16% de la population. Et donc, on passe beaucoup de temps, lorsqu'on démarre une activité, soi-même, si on veut se mettre sur le marché, à créer les premiers, à identifier les premiers qui vont nous faire confiance. Une fois qu'on a développé ça, et ce sont un profil particulier, viennent ensuite d'autres, qui sont la majorité des gens, c'est-à-dire à peu près 40-35% des gens qui, eux, vont rentrer dans ce qu'on est en train de proposer. D'abord, parce que nous, on se sent en confiance, mais aussi ils entendent. Et là, si on a fait ça, et bien, au bout d'un certain temps, on a rapidement 50% des gens sur lesquels on peut travailler, que 50%. Et c'est important qu'on ne gagne pas tous les coups. Quand on a conscience de ça, que, en fait, au début, on va travailler que sur certains, très peu, 2-3%, pour après rattaquer 15-30%, ça permet de se dire, OK, c'est normal que ça ne marche pas à tous les coups. C'est fine. D'ailleurs, les meilleurs vendeurs, les meilleurs commerciaux, qui deviennent humbles et qui restent sans se laisser déstabiliser par des noms de leurs prospects, c'est ceux qui font la prospection à froid. Si vous prenez votre téléphone et vous allez téléphoner à froid des gens, c'est quoi le taux de succès? C'est 1-2% maximum. Donc, comment on fait? On reçoit 98% de non. Pour 2 oui. Au bout d'un moment, on ne s'énerve plus, on sait. Et donc, il faut comprendre ça. On ne cherche pas à gagner tous les coups. D'accord? Parce qu'il y a une courbe de la diffusion au niveau d'un produit ou d'une solution ou d'une idée qui va impacter les gens avec qui on va acheter. Ensuite, j'ai parlé de valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée?
Si le client a un besoin qui est connu, il sait de quoi il a besoin. Par exemple, j'ai besoin de pain et qu'il sait où est-ce qu'il veut aller acheter du pain. Si il connaît son besoin et la solution elle est connue, j'ai 3 marchands de pain. En plus, si le pain est régulé, pour donner une image, comment tu peux avoir né de la valeur ajoutée? C'est que tout d'un coup, tu viens et tu me dis, moi, le pain, je le vends moins cher que les autres. Donc, le seul critère qui va être là intéressant, c'est le rabais, le prix. C'est la seule valeur ajoutée qu'on n'a, pas très intéressante. Donc, si on veut amener de la valeur ajoutée, admettons de nouveau, je viens sur du pain, il va falloir commencer à créer un pain original, un pain qui est peu connu, sur lequel tout d'un coup, je vais pouvoir mettre de la valeur supplémentaire. Parce que c'est une solution que mon client ne connaissait pas encore. Et pour ça, j'ai besoin de créativité, pour amener quelque chose de nouveau dans son monde. Alors, si aujourd'hui je vends une maison, ou des appartements, il va falloir que la manière dont je vends mes appartements soit plus intéressante que ce que mon client a. Et d'ailleurs, on le voit dans plein de solutions aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a, combien on va essayer de créer du rapport émotionnel à travers des vidéos pour que notre client ait envie de venir voir l'objet, plutôt que juste comme ça se faisait dans le temps sur une annonce ou sur une brochure. On a constamment besoin d'être plus créatif. La même chose pour un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, on verra qu'il va falloir amener autre chose que simplement de dire tu peux ouvrir chez moi dans une bonne banque et tu es tranquille. Parce que sinon, on ne viendra que négocier les prix. Par contre, il y a une chose qui est encore plus intéressante. C'est aller comprendre des besoins que le client n'a pas maintenant. Oui, si j'ouvre un compte bancaire, c'est parce que je pense que j'ai besoin de déposer de l'argent ou d'emprunter de l'argent et peut-être de faire du foreign exchange ou peut-être d'obtenir des lettres de crédit. Good, ça c'est mon besoin actuel. Mais si tout d'un coup, dans la discussion que je vais avoir avec quelqu'un, il m'accompagne à me faire réfléchir que peut-être que j'aurais besoin de penser à ma retraite ou de penser à l'éducation de mes enfants, que je n'ai pas pensé maintenant, mais qui sera un problème demain. Le fait que tu m'aides à réfléchir à ça, tu amènes de la valeur ajoutée. Et non seulement tu crées un besoin latent, futur, mais en plus tu me donnes une solution que je ne connaissais pas. Et là, on a vraiment de la valeur ajoutée. La même chose pour un bien immobilier. C'est encore un peu plus compliqué, parce que pourquoi venir acheter un bien immobilier de prestige? C'est qu'il y a des besoins, mais après il va falloir réfléchir à des besoins latents, comme par exemple, on revient, dans le futur, lorsque tu seras plus âgé, peut-être que tu ne voudras pas monter des escaliers et que ton intérêt, c'est d'avoir un appartement ou une maison sur un seul niveau. Et on va voir que ça, c'est une chose importante, ou bien les faire réfléchir sur, OK, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pour certains, comment vous allez réfléchir pour avoir un espace qui convient à ces réunions de famille que la personne n'a pas pensé forcément. Comment elle voulait faire ces réunions de famille alors qu'elle venait juste pour elle, pour prendre l'exemple, pour prendre cette maison ou cette villa en pensant dans un premier temps qu'à elle. Et quand on va les faire réfléchir aux conséquences que ça aura pour leurs enfants, leurs petits-enfants, tout d'un coup, on les fait réfléchir à plein d'autres choses et encore mieux servir leurs besoins en leur amenant une valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est aller au-delà des problèmes actuels et des solutions connues. Voilà ce que c'est que quelqu'un qui amène de la valeur ajoutée. Je me permets de lire ce qui est écrit là parce que, de nouveau, tu as en dessous de la vidéo la possibilité de cliquer sur un lien pour aller télécharger ce document. Et ce document-là, je t'encourage vraiment à l'imprimer et à le mettre proche de ton bureau pour que d'autres de tes collègues puissent voir tout ça, que de temps en temps on se rappelle que notre client, c'est la personne la plus importante chez nous. C'est pas moi qui dépend de lui, c'est pas lui qui dépend de moi, c'est moi qui dépend de lui. Et quand il me, entre guillemets, dérange, il ne m'interrompt pas. C'est pour ça que je suis là. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et quand il m'appelle, il me fait une faveur, il me consacre son temps précieux pour me donner une information pour que je puisse l'aider à mieux être heureux. Donc moi, je fais que mon métier en lui répondant. Et puis, c'est l'essentiel de mon travail. C'est en fait constamment lorsque je suis en contact avec mon client que j'ai vraiment de la valeur.
c'est là que je fais mon travail. C'est pas en faisant de l'administration ou d'autres types d'activités. Et que cette personne ou ces personnes sont des humains comme moi. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est vivre, on verra bien, des moments agréables et vivre des émotions agréables. Donc, à moi de créer ces espaces, c'est pas quelqu'un contre qui je dois me battre et imposer mon point de vue. C'est quelqu'un avec qui j'essaie de trouver des solutions pour lui. Et il y aura un win-win. Donc moi, ce que j'essaie, c'est juste de trouver ce qui est important pour lui. Donc, lui va me proposer, si j'écoute bien, ses attentes, ses désirs, ses besoins. Et c'est mon rôle de entendre tout ça, d'aller voir comment dans mes capacités, je peux satisfaire, offrir quelque chose. Et donc, ça demande d'avoir beaucoup de courtoisie, beaucoup d'attention. Et plus je suis courtois, plus je suis attentionné, plus je suis présent dans la relation, plus je peux créer quelque chose qui aura de la valeur et qui sera long terme. Et c'est lui qui paye mon salaire et qui paye le salaire des autres gens qui travaillent avec nous. Donc, c'est l'origine, c'est l'essence de toutes mes activités. C'est la personne la plus importante dans mon activité. Alors, ce que je vais proposer maintenant, c'est valable pour une banque, mais c'est aussi valable pour une agence immobilière ou n'importe quoi. Quand quelqu'un vient chercher, par exemple, il vient dans une banque ou vient dans une agence immobilière, qu'est-ce qu'il cherche vraiment? On va dire, OK, il cherche une solution et un prix. Ouais, c'est ce qu'on croit tous. Il cherche beaucoup plus d'autres choses. D'abord, il cherche à créer quelqu'un avec qui il peut entretenir une relation de confiance, quelqu'un qui a de la compétence et qui peut lui répondre à des manières en lui amenant de la valeur ajoutée. Mais bien sûr, il cherche quelque chose qui va être agréable et bénéfique dans le long terme. Alors, si on regarde sur un compte bancaire, il veut de la profitabilité. Si on regarde sur un bien immobilier, il ne veut pas perdre de la valeur de son bien immobilier. Au contraire, il aimerait bien que ça augmente. Ensuite, ce qui l'intéresse aussi, c'est d'avoir des partenaires, tous les gens qui sont en lien avec lui dans cette aventure-là, qui soient agréables et ensemble. Il ne veut pas avoir un commercial qui défend ses intérêts et puis derrière, le commercial se plaint parce que son boss ou parce que d'autres personnes qui sont avec lui ne fonctionnent pas. Lui, ce qu'il veut, c'est une équipe solide qui fonctionne bien ensemble. Puis bien sûr, ce qu'il veut, c'est un moment agréable. Il veut vivre des moments agréables à chaque occasion qu'il nous rencontre. Même s'il y aura des difficultés par moment, à nous de la rendre agréable, la manière dont on va régler ces conflits. Donc, ce que lui cherche, c'est vraiment de vivre des expériences agréables à chaque occasion, à chaque rencontre qu'il aura avec nous. À nous de faire ça, ça dépend que de nous. Donc voilà, pour terminer cette première session, cette première leçon, tu as en haut et en bas de cette page, tu verras que c'est marqué d'un petit carré noir qui s'appelle « Marqué comme terminé », comme tu peux le voir ici. Pour passer à la prochaine session, il faut cliquer dessus. Voilà. Rappelle-toi qu'à chaque leçon, pour passer à la prochaine leçon, il faut cliquer dessus. Voilà, donc on a terminé la première leçon et j'espère que tu as pu prendre tes notes. Merci.